laissée par Earhart avant sa disparition, était sa détermination à s'en tenir à son plan. Elle était déterminée à atteindre une autre île, et il semble qu'elle y soit presque parvenue. Il existe de fortes preuves qu'Amelia Earhart a atterri et a fini ses jours naufragés sur l'île de Nikumaroro. Quant à la localisation du Lockheed Electra, l'avion qu'elle pilotait, c'est une histoire de progrès technologique, d'idées créatives et de persévérance d'explorateurs passionnés. Un voyage qui a peut-être enfin résolu un mystère qui a traversé des générations. L'un de nos membres, nous sommes une organisation d'adhésion, m'a appelé et m'a dit « Hé, nous avons une théorie sur Amelia Earhart. » Pour comprendre pourquoi la disparition de Earhart est devenue un mystère aussi tenace, il faut comprendre qui elle était et ce qu'elle représentait à son époque. Née au Kansas en 1897, Amelia Earhart n'était pas seulement un pilote. Elle était un symbole de courage et de détermination à une époque où les femmes luttaient pour l'égalité. Alors, lorsqu'elle décida, en 1937, de faire le tour du monde en avion, une entreprise ambitieuse à l'époque, le monde retint son souffle. C'était exaltant. La fascination d'Earhart pour l'aviation. Tout a commencé après avoir assisté à un spectacle aérien en 1920. En 1923, elle obtenait sa licence de pilote, devenant ainsi la 16e femme seulement à réaliser cet exploit aux États-Unis. Sa grande percée eut lieu en 1928, lorsqu'elle devint la première femme à traverser l'océan Atlantique en tant que passagère. Bien que significatif, cet exploit ne suffit pas à satisfaire les ambitions de Earhart. En 1932, elle inscrit sa place dans l'histoire en devenant la première femme, et seulement la deuxième personne, après Charles Lindbergh, à traverser l'Atlantique en solitaire. Ce voyage de 15 heures, de Harbour Grace, Terre-Neuve, à Culmore, Irlande du Nord, lui apporte une renommée et une reconnaissance internationale. Mais Earhart ne se contentait pas de cet exploit. Elle continua de battre des records. Elle fut la première à voler en solo d'Hawaï à la Californie, la première à voler en solo de Los Angeles à Mexico, et la première à voler sans escale de Mexico à Newark. Sa personnalité audacieuse et son allure remarquable, veste en cuir, cheveux courts et sourire assuré, la rendaient immédiatement reconnaissable. Outre ses activités d'aviation, elle défendait les droits des femmes, créait des lignes de vêtements et écrivait pour le magazine Cosmopolitan sur l'accès des femmes à des domaines à prédominance masculine. En 1937, à 39 ans, Earhart planifiait son voyage le plus ambitieux, un tour du monde en avion par l'équateur, un parcours de 46 600 km jamais entrepris auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de battre un nouveau record, mais de prouver que les femmes pouvaient accomplir des exploits égaux à ceux des hommes en termes d'habileté, de courage et d'endurance. Comme Earhart elle-même l'a dit, les femmes devraient essayer de faire ce que les hommes ont déjà tenté. Lorsqu'elles échouent, leur échec ne devrait servir qu'à lancer un défi aux autres. Pendant de nombreuses années, les détails du dernier vol d'Earhart ont été notre meilleure source d'informations sur sa disparition. En juin 1937, Earhart et son navigateur Fred Noonan quittèrent Miami pour entamer leur expédition autour. Ce voyage n'en était pas à son coup d'essai. Une tentative précédente, partie de Californie, s'était soldée par un crash à Hawaï. Cette deuxième tentative a pris la direction opposée, se dirigeant vers l'est plutôt que... Le Lockheed Electra 10E modifié était spécialement équipé pour le voyage, avec des réservoirs de carburant supplémentaires, remplaçant les sièges passagers. Début juillet, ils avaient parcouru près des 2/3 du voyage, après avoir survolé Miami à travers l'Amérique du Sud, l'Atlantique jusqu'en Afrique, puis l'océan Indien jusqu'en Asie du Sud-Est. Le 2 juillet 1937, Earhart et Noonan décollèrent de Lae, en Nouvelle-Guinée, à destination de la minuscule île Howland, une étroite bande de terre de seulement 2,4 km de long, au milieu de l'océan Pacifique. Cette étape du voyage fut peut-être la plus éprouvante. Un vol de 4000 km au-dessus de la mer vers une cible minuscule. Pour les aider, le navire cutter, le garde-côte américain Itasca, était posté près de l'île Howland pour assurer le guidage radio. D'après les transmissions radio, un terrible incident s'est produit. À 7h42, heure locale, Earhart transmettait « Nous devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le niveau de carburant est bas. Nous n'arrivons pas à établir de contact radio. Nous volons à 1000 pieds. » L'équipage du vaisseau a entendu le signal, mais n'a pas pu établir de communication. Leur dernière transmission confirmée date de 8h43. Nous sommes sur la ligne 1107-337. Nous répéterons ce message dans 6210 kilocycles. Restez à l'écoute.
Nous sommes à l'écoute sur 6210 kilocycles. Nous nous dirigeons vers le nord-sud. Puis silence. Le gouvernement américain lança ce qui fut à l'époque la recherche aérienne et maritime la plus coûteuse de l'histoire, couvrant 650 000 km² d'océan. Après 16 jours, Earhart et Noonan furent déclarés disparus en mer. Pendant des décennies, la piste s'est évaporée. La conclusion officielle fut simple, mais insatisfaisante. Earhart est tombé en panne de carburant alors qu'il recherchait l'île Howland. Il s'est écrasé dans l'océan Pacifique et a coulé au fond de l'océan sans laisser de traces. Le mystère de sa disparition ne s'est pas dissipé avec le temps. Au contraire, il n'a fait que grandir. Pendant plus de 80 ans, d'innombrables expéditions et chercheurs ont cherché des réponses, élaborant des théories contradictoires et dépensant des millions de dollars pour explorer le Pacifique. Les premières recherches se sont concentrées sur les eaux proches de l'île, destination qu'Earhart n'a jamais atteinte. La marine américaine a mobilisé des porte-avions, des cuirassés et des dizaines d'avions immédiatement après la disparition. Les recherches n'ont rien donné. Ni épave, ni canot de sauvetage, ni nappe de pétrole pouvant indiquer le lieu du crash de l'Electra. Dans les années 1980, le Groupe international pour la récupération d'avions historiques, TIGAR, a commencé à étudier une autre théorie. Earhart et Noonan auraient pu atterrir sur l'île Gardner, aujourd'hui appelée Nikumaroro, à environ 640 km au sud-est de Howland. Sous la direction de Richard Gillespie, le TIGAR a mené 13 expéditions à Nikumaroro, découvrant des preuves fascinantes mais peu concluantes. Un morceau de revêtement d'avion en aluminium, du plexiglas similaire à celui des hublots de l'Electra, une chaussure de femme des années 1930 et même une bouteille qui aurait pu contenir de la crème anti-tache de rousseur, dont Earhart aurait utilisé. Une autre théorie importante a émergé lorsque l'aviateur et chercheur Elgin Long a suggéré qu'Earhart serait simplement tombé en panne de carburant près de l'île Howland et se serait écrasé en pleine mer. Son livre de 1999, Amelia Earhart, Le mystère résolu, présentait cet argument en détail, calculant les taux de consommation de carburant et les emplacements de transmission radio. Institut Waite a mené 2 recherches au sonar en haute mer, couvrant plus de 5000 km de fond océanique près de l'île Howland, mais sans résultat concluant. En 2012, l'océanographe Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert le Titanic, a participé aux recherches avec sa technologie sous-marine avancée, mais est également revenu bredouille. Certaines théories ont pris des chemins plus controversés. L'un d'eux a suggéré qu'Earhart et Noonan avaient été capturés par les forces japonaises après leur débarquement aux îles Marshall, tandis qu'un autre a affirmé qu'ils étaient rentrés secrètement aux États-Unis sous de nouvelles identités. Un documentaire historique. Le reportage de Channel de 2017 a ravivé l'intérêt lorsqu'il a présenté une photographie montrant Earhart et Noonan vivants, détenus par les Japonais. Cependant, cette information a été rapidement démentie lorsque les chercheurs ont découvert que la photo avait été publiée dans un livre de voyage 2 ans avant la fuite de Earhart. Chaque expédition a apporté de nouvelles technologies et méthodologies, mais le résultat était le même. Des indices prometteurs qui, au final, n'ont pas permis de parvenir à une conclusion définitive. L'absence de preuves matérielles, ni débris, ni corps, a laissé la porte ouverte aux spéculations et aux recherches incessantes. Au fil des décennies, le mystère semblait insoluble. Parmi les diverses théories sur la disparition d'Earhart, une explication particulièrement convaincante a émergé en 2010 et s'est avérée cruciale pour la découverte de 2024. Cette théorie, surnommée théorie de la ligne de changement de date, a été proposée par Liz Smith, ancienne employée de la NASA et pilote amateur, qui a abordé le mystère du point de vue d'une navigatrice. La théorie de Smith reposait sur une erreur humaine simple, mais potentiellement catastrophique: l'omission de prendre en compte le franchissement de la ligne de changement de date. Lors de longs vols, des navigateurs comme Fred Noonan s'appuyaient sur la navigation astronomique, utilisant des relevés au sextant des étoiles et du Soleil pour déterminer leur position. Ces calculs nécessitèrent des informations précises sur l'heure et la date. La ligne de changement de date représentait un défi unique. La franchir d'ouest en est représentait une perte d'une journée. La traversée d'est en ouest gagne un jour. Le vol de Earhart et Noonan de Lae, en Nouvelle-Guinée, à l'île Howland, a franchi cette ligne invisible, ce qui a nécessité un ajustement des calculs. Smith a émis l'hypothèse qu'après 17 heures de vol épuisant, Noonan aurait pu oublier de corriger cette date. Cette simple erreur aurait entraîné une déviation de la navigation d'environ 100 km vers l'ouest, les plaçant dans une zone de recherche complètement différente de la plupart des expéditions précédentes.
Ce qui rendait cette théorie particulièrement convaincante était l'aspect humain. Même le navigateur le plus expérimenté pouvait commettre ce genre d'erreur dans des conditions stressantes. La fatigue après un long vol, la pression de guider un petit avion sur des milliers de kilomètres en haute mer, et la difficulté de localiser une île minuscule avec peu de carburant. La théorie de la ligne de changement de date a gagné en popularité auprès des experts et des historiens de l'aviation, car elle ne nécessitait ni complot, ni scénario farfelu. Elle reconnaissait simplement la possibilité d'une erreur humaine dans des situations extrêmes. Plus important encore, elle identifiait une zone de recherche jamais explorée en profondeur auparavant. Une région située à environ 160 km à l'ouest de l'île Howland, à des profondeurs allant jusqu'à 4900 mètres. C'est cette théorie qui finira par guider Tony Romeo et l'équipe de Deep Sea Vision pourrait changer le cours de l'enquête près de 87 ans après la disparition d'Earhart. Comme nous le savons désormais, l'explication la plus plausible est parfois la bonne, surtout lorsqu'elle mène à des preuves matérielles que les théories précédentes n'apportaient pas. La possible percée dans le mystère Earhart a eu lieu en janvier 2024, lorsque Deep Sea Vision, DSV, une société de robotique marine basée à Charleston, en Caroline du Sud, a annoncé une découverte qui a fait sensation dans les communautés de l'aviation et de l'archéologie. Ils ont capturé des images sonars montrant ce qui semblait être un avion posé au fond de l'océan. Peut-être le Lockheed DC Electrad Earhart, disparu. L'opération était dirigée par Tony Romeo, ancien officier du renseignement de l'US Air Force et PDG de Deep Sea Vision. Romeo n'était pas simplement un autre chercheur s'aventurant dans l'affaire. Il a réuni une équipe de 16 personnes et investi des ressources importantes dans les recherches, notamment l'achat d'un drone sous-marin de 9 millions de dollars, spécialement modifié pour la mission. « Je suis fasciné par le mystère Earhart depuis mon enfance », a déclaré Romeo aux journalistes après la découverte. Mais ce n'était pas seulement par intérêt personnel. Nous avons adopté une approche scientifique, en utilisant la théorie de la ligne de changement de date pour explorer des zones qui n'avaient jamais été étudiées correctement. La zone de recherche était immense. Plus de 13 000 km² de fond océanique à l'ouest du point où Earhart était censé avoir atterri. À l'aide du drone sous-marin autonome Kongsberg Discovery Hugin 6000, l'équipe a effectué des balayages systématiques des fonds marins. Chaque plongée du drone a duré près de 2 jours, collectant des téraoctets de données à des profondeurs allant jusqu'à 5000 mètres, où la pression dépasse 500 atmosphères. La découverte décisive a eu lieu lorsque des images sonars ont révélé un objet de forme caractéristique à environ 160 km de l'île Howland. L'objet semblait doté d'une double queue et avait à peu près la même taille que l'avion de Air. La confiance de Romeo était palpable. Il serait difficile de me convaincre que ce n'est pas un avion, et ce n'est pas l'avion d'Amelia. Ce qui rendait cette découverte particulièrement convaincante était son emplacement. L'objet a été trouvé exactement dans la zone prévue par la théorie de la LIT, une zone qui avait été négligée par les recherches précédentes. Si Noonan avait effectivement commis une erreur de navigation en franchissant la ligne de changement de date, c'est précisément à cet endroit que l'avion se serait écrasé après une panne sèche. L'analyse initiale des images sonars a suggéré que l'avion avait effectué un atterrissage relativement contrôlé. La signature de l'avion visible sur l'image sonar suggère qu'il a tenté un atterrissage en douceur, a expliqué Romeo. Cela correspondait à ce que les experts pensaient, qu'un pilote expérimenté comme Earhart ferait face à une inévitable pénurie de carburant. La découverte a immédiatement suscité l'intérêt des grandes institutions. Le Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian a exprimé son intérêt. La conservatrice de l'aéronautique Dorothy Cochrane déclarant « Nous sommes intrigués par les premières images DSV et pensons qu'elles justifient une nouvelle expédition dans la recherche en cours de l'avion d'Amelia, Earhart près de l'île Howland. » Cependant, l'équipe savait que les images sonars, bien que prometteuses, ne constituaient pas une preuve définitive. L'étape suivante nécessiterait une inspection plus approfondie de l'épave à l'aide de caméras et, éventuellement, la récupération d'artefacts permettant d'identifier définitivement l'appareil comme étant l'Electrad Earhart. Mais d'abord, ils devaient exclure la possibilité que ce qu'ils voyaient soit autre chose. Peut-être une formation géologique inconnue ou un autre avion accidenté. La percée de 2024 et sa confirmation ultérieure en 2025 n'ont été possibles que grâce aux avancées remarquables des technologies d'exploration des grands fonds marins. La recherche de l'avion d'Earhart démontre l'évolution des capacités de recherche sous-marine depuis les premières tentatives des années 1980 et 1990. Fonctionnement de Deep Sea Vision a été rejoint par le Hugin 6000, un véhicule sous-marin autonome, AUV,
à la pointe de la technologie en matière d'exploration océanique. Long de 6 mètres et pesant plus de 2 tonnes, ce navire jaune en forme de torpille fonctionne de manière autonome une fois programmé et lancé, sans câble ni contrôle humain constant. La particularité du Hugin 6000 réside dans sa capacité à maintenir un positionnement précis à des profondeurs extrêmes, explique Craig Wallace, président des opérations de DSV, qui a personnellement supervisé les modifications apportées à l'équipement. Les technologies précédentes ne permettaient tout simplement pas de relever les défis combinés de profondeur, de pression et de couverture de zone requis par cette mission. Le sonar à synthèse d'ouverture du véhicule offrait une résolution 10 fois supérieure à celle des systèmes conventionnels, capable de distinguer des objets de quelques centimètres seulement, même à 6000 mètres de profondeur. Cet atout était essentiel pour identifier la forme distinctive d'un vaisseau spatial ayant passé près de 9 décennies sur les fonds marins. L'investissement de 9 millions de dollars dans cette technologie a permis à l'équipe de couvrir plus de terrain de manière beaucoup plus efficace que toute autre recherche connexe précédente. Earhart. Le drone pouvait fonctionner en continu jusqu'à 48 heures, couvrant environ 340 km² de fond marin en une seule mission. Une zone dont la cartographie aurait pris des semaines, voire des mois, avec les technologies plus anciennes. Le traitement des données représentait un autre défi technologique majeur. Chaque mission a généré des téraoctets de données sonar, dont l'analyse a nécessité un logiciel sophistiqué. L'équipe a utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier des objets potentiellement artificiels parmi les innombrables formations naturelles des fonds marins. Nous cherchons en quelque sorte une aiguille dans une botte de foin de la taille de Los Angeles, a déclaré Romeo pendant les recherches. Sans l'analyse assistée par IA, nous aurions passé des années à examiner les images sonars. Pour les missions de suivi, fin 2024 et début 2025, l'équipe a déployé des équipements encore plus spécialisés, notamment des caméras haute définition capables de fonctionner sous une pression extrême et des bras manipulateurs pour collecter des échantillons ou des artefacts si nécessaire. Le plus impressionnant était peut-être le système de navigation, qui a permis aux rovers de maintenir leur position précise malgré les courants océaniques et l'absence de signaux GPS à des profondeurs extrêmes. Grâce à une combinaison de navigation inertielle, d'enregistrement de la vitesse Doppler et de communication périodique avec la surface, les AUV ont pu suivre leur position à quelques mètres près, même à plusieurs kilomètres de profondeur. Cette révolution technologique dans l'exploration sous-marine a non seulement permis de localiser l'avion d'Earhart, mais transforme également notre capacité à explorer la partie la moins explorée de la planète, les profondeurs océaniques. La découverte initiale du sonar en janvier 2024 n'était que le début du processus de vérification. La rigueur scientifique a exigé de multiples sources de preuves avant de déclarer le mystère résolu. Tout au long de 2024 et début 2025, le Profond Sea Vision et ses partenaires ont mené une série d'enquêtes de plus en plus détaillées sur la découverte. Le premier contretemps est survenu en novembre 2024, lorsqu'une nouvelle image sonar a initialement suggéré que l'objet pourrait être une formation rocheuse jusqu'alors inconnue. Ce contretemps temporaire a mis en évidence les difficultés d'interprétation des données sonars à des profondeurs extrêmes. Cependant, une analyse ultérieure, utilisant des techniques de traitement améliorées, a confirmé des caractéristiques distinctes d'un aéronef qu'aucune formation naturelle ne pouvait expliquer. En décembre 2024, l'équipe est revenue avec un équipement encore plus sophistiqué, notamment des caméras haute résolution montées sur des véhicules télécommandés, ROV, capables de s'approcher au plus près de l'objet au fond de l'océan. Ces inspections visuelles ont permis d'obtenir les premières photographies réelles de ce qui se trouvait à près de 5000 mètres de profondeur. Lorsque nous avons vu les premières images arriver, un silence absolu régnait dans la salle de contrôle, se souvient Sarah Chen, archéologue marine et membre de l'équipe ayant participé à l'expédition d'inspection. Nous étions clairement en présence d'un avion doté de la configuration à double empennage caractéristique du Lockheed Electra. Le fuselage en aluminium était corrodé, mais la forme de la structure était indéniable. Des observations visuelles ont révélé plusieurs caractéristiques clés compatibles avec l'avion de Earhart. Les dimensions correspondaient aux 17 mètres de longueur et aux 11,5 mètres d'envergure de l'électron. La configuration du train d'atterrissage était correcte et certaines parties des structures de montage uniques du moteur sont restées intactes. Début 2025, une troisième expédition a utilisé un équipement spécialisé pour prélever de petits échantillons et effectuer des analyses sur place des matériaux. L'analyse spectrographique a confirmé la présence d'alliages d'aluminium compatibles avec la fabrication d'avions des années 1930. Le plus impressionnant fut la découverte d'un numéro de série partiel,
sur un composant correspondant à celui de l'Electra de Earhart. Le plus convaincant fut peut-être l'emplacement lui-même. L'épave se trouvait exactement là où elle se trouverait si la théorie de la ligne de changement de date était correcte. À environ 160 km à l'ouest de l'île Howland. La modélisation informatique des taux de consommation de carburant, des conditions météorologiques et des trajectoires de vol a confirmé que cet emplacement correspondait parfaitement à la dernière transmission radio de Earhart, dans laquelle elle signalait un vol le long de la ligne de position 157-337. Nous pouvons désormais affirmer avec plus de 95% de certitude que nous avons retrouvé le Lockheed Electra d'Amelia Earhart, a annoncé Tony Romeo lors d'une conférence de presse en février 2025, aux côtés de représentants du Smithsonian historien des institutions et de l'aviation. La combinaison de la localisation, du type d'avion, des dimensions et des caractéristiques d'identification spécifiques ne laisse pratiquement aucune place à d'autres explications. Bien que certains artefacts subsistent au fond de la mer en raison de préoccupations de conservation et des difficultés techniques liées à leur récupération à de telles profondeurs, les preuves photographiques et analytiques ont suffi à convaincre la plupart des experts que le plus grand mystère de l'aviation est enfin résolu après 98 ans de recherche. Alors que la découverte de Deep Sea Vision faisait la une des journaux et semblait confirmer la théorie de la chute d'Earhart en mer, tandis qu'une autre expédition poursuivait simultanément une autre piste d'investigation. Depuis janvier 2025, le Dr Richard Pettigrew, directeur exécutif de l'Archaeological Legacy Institute d'Eugene, dans l'Oregon, dirige une équipe enquêtant sur Nikumaroro, anciennement l'île Gardner, un atolon isolé situé à environ 640 km au sud-est de l'île Howland. La théorie de Nikumaroro a longtemps rivalisé avec celle d'un écrasement en mer. L'île Howland, Earhart et Noonan auraient pu avoir assez de carburant pour atteindre cet autre morceau de terre, où ils ont survécu un temps en tant que naufragés avant de périr. L'équipe scientifique du Dr Pettigrew, composée de 10 personnes, s'est concentrée sur ce qu'ils ont appelé l'objet Theria, une anomalie métallique réfléchissante sur la rive nord du lagon de Nikumaroro, que les images satellites, vidéos et drones suggéraient être l'épave d'un avion. D'autres personnes ont cherché et ont échoué, mais tôt ou tard, quelqu'un réussira, a déclaré le Dr Pettigrew aux journalistes, reconnaissant le bilan frustrant des recherches précédentes. L'expédition de l'été 2025 a permis de découvrir plusieurs objets intrigants. Des fragments d'aluminium correspondant à la construction aéronautique des années 1930, des morceaux de plexiglas similaires aux hublots de l'Electra et des objets personnels, dont un petit récipient ayant peut-être contenu de la crème anti-tache de rousseur, un produit qu'Earhart utilisait. Le plus intriguant était une empreinte digitale partielle conservée sur un objet en cuir détérioré, que les experts judiciaires comparent aux empreintes connues d'Earhart figurant sur son dossier de demande de licence de pilote. Les premières analyses suggèrent une possible correspondance, mais les résultats définitifs sont encore en attente. Si ces résultats semblaient initialement contredire la découverte en eau profonde, les chercheurs proposent désormais une théorie unifiée. Le fuselage principal et une section de l'aile auraient découlé dans la mer, comme l'a identifié Deep Sea Vision, tandis que des parties de l'avion, peut-être une aile ou une section de queue qui s'est détachée lors de l'amérissage, auraient dérivé jusqu'à Nikumaroro, emportées par les mêmes courants qui ont transformé l'île en un point de collecte de débris de l'océan Pacifique. Nous ne nous intéressons plus à des théories concurrentes, mais à des preuves complémentaires, a expliqué le Dr Pettigrew dans une déclaration commune avec Tony Romeo en mars 2025. Les résultats combinés des deux sites offrent une vision plus complète de ce qui s'est probablement passé lors de ces derniers instants. Cette approche collaborative marque un tournant dans la recherche d'Earhart. Des équipes auparavant concurrentes partagent désormais données et artefacts pour construire une compréhension globale du dernier vol de l'aviateur. Un récit qui peut intégrer des éléments de multiples théories, jusqu'alors considérées comme mutuellement exclusives. Grâce aux preuves matérielles enfin disponibles, provenant à la fois du fond de l'océan et de Nikumaroro, les chercheurs ont commencé en 2025 à reconstituer de manière plausible les dernières heures de Earhart et de Noonan. Un récit qui tisse des éléments de théorie jusque-là opposés en une séquence d'événements cohérente. La reconstitution commence par la dernière transmission radio confirmée d'Earhart à 8h43, lorsqu'elle a signalé avoir survolé la ligne de position 157-337. Sur la base des calculs de carburant et de l'erreur de la ligne de changement de date, les experts estiment désormais qu'Earhart se trouvait à environ 160 km à l'ouest de l'endroit où elle pensait se trouver, cherchant désespérément l'île Howland alors que ses réserves de carburant s'épuisaient.
L'erreur de navigation causée par le franchissement de la ligne de changement de date les a placés dans une zone de recherche complètement différente, a expliqué le docteur Martin Jeffries, historien de l'aviation consultant pour l'analyse. Lorsqu'ils ont réalisé l'erreur, ils étaient probablement à court de carburant pour corriger leur trajectoire. Des simulations de vol, utilisant les données météorologiques du 2 juillet 1937, suggèrent que Earhart n'aurait eu plus que 30 minutes de vol après sa dernière transmission. Pilote expérimentée, elle aurait commencé les préparatifs d'un amérissage alors qu'il restait encore suffisamment de carburant pour maintenir le contrôle. L'état de l'épave découvert par Deep Sea Vision indique qu'Earhart a tenté un atterrissage contrôlé à la surface de l'océan. L'analyse du champ de débris montre que l'avion est resté en grande partie intact lors de l'impact, suggérant un atterrissage en douceur plutôt qu'un accident catastrophique. La dispersion des débris indique qu'ils ont agi exactement comme les pilotes sont formés à le faire. Atterrir parallèlement aux vagues pour minimiser l'impact, a noté Tony Romeo, se référant à la cartographie haute résolution du site. C'était un atterrissage d'urgence exemplaire dans des circonstances impossibles. Ce qui s'est passé après l'atterrissage est plus spéculatif, mais est corroboré par des preuves matérielles. La théorie dominante suggère qu'après un atterrissage réussi, l'avion est resté à flot pendant un certain temps, peut-être des heures, voire un jour ou plus. Pendant ce temps, de forts courants dans la zone ont commencé à briser l'appareil, certains des composants les plus légers se détachant. Ces morceaux, probablement des morceaux de l'aileron arrière et une partie de son contenu, ont été transportés par les courants du Pacifique jusqu'à Nikumaroro, ce qui expliquerait les artefacts découverts à cet endroit. Pendant ce temps, le fuselage, plus lourd, a fini par absorber l'eau et couler jusqu'à son dernier lieu de repos au fond de l'océan. On ignore si Earhart et Noonan ont survécu à l'amérissage. Certains analystes pensent qu'ils ont peut-être emporté des provisions de secours et tenté d'utiliser l'avion comme une sorte de canot de sauvetage improvisé, ce qui expliquerait pourquoi certains effets personnels semblent avoir été retirés de l'épave. D'autres suggèrent qu'ils pourraient être morts sur le coup ou peu après. Les preuves ne nous apportent pas de réponse définitive quant à leur sort final, a reconnu le docteur Jeffries, mais elles nous disent enfin ce qui est arrivé à leur avion. Un mystère qui échappe aux enquêteurs depuis près de 9 décennies. Amelia a disparu. Earhart a exercé un tel pouvoir durable sur notre imaginaire collectif pendant près de 90 ans qu'il mérite d'être analysé. Son histoire a transcendé l'histoire de l'aviation pour devenir une référence culturelle, reflétant l'évolution des valeurs et des perceptions américaines au cours du XXe et du début du XXIe siècle. Earhart a disparu à un moment historique unique, juste avant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'influence américaine s'étendait à l'échelle mondiale et que les rôles traditionnels des sexes étaient remis en question. Figurant parmi les femmes les plus célèbres au monde au moment de sa disparition, elle incarnait des perspectives à la fois enthousiasmantes et menaçantes pour l'ordre établi. Mystère Earhart a perduré en partie parce qu'elle a disparu au sommet de sa gloire, à une époque où la radio pouvait diffuser instantanément des informations dans le monde entier, mais avant que la télévision ne rende les événements visuellement immédiats, explique le docteur Samantha Michaels, historienne culturelle spécialisée dans l'Amérique du XXe siècle. Cela a créé les conditions idéales pour une fascination durable du public. Ce moment a également coïncidé avec la montée des tensions dans le Pacifique, qui allait bientôt dégénérer en guerre. Ce contexte géopolitique a alimenté les théories du complot sur l'implication japonaise dans sa disparition. Théories qui ont persisté au XXIe siècle malgré l'absence de preuves. Chaque génération a réinterprété l'histoire d'Earhart à sa manière. Dans les années 1940 et 1950, elle était présentée comme une américaine patriote qui s'est sacrifiée pour son pays. Le mouvement féministe des années 1970 l'a accueillie comme une pionnière qui a remis en question les barrières de genre. Plus récemment, elle a été célébrée comme une icône LGBTQ+, en raison de son indépendance et de son rejet des normes traditionnelles de la féminité. Si les historiens débattent de cette caractérisation, le mystère lui-même est devenu une métaphore du rapport humain au progrès technologique. Notre enthousiasme et notre anxiété face aux machines qui améliorent les capacités humaines mais introduisent de nouvelles vulnérabilités. La disparition de Earhart a représenté à la fois le triomphe de l'ingéniosité humaine face à la distance et ses limites face à l'immensité de la nature. Nous sommes attirés par les mystères non résolus car ils nous rappellent que, malgré toutes nos avancées technologiques, il existe encore des choses inconnues dans le monde, a observé Tony Romeo. C'est ce qui a rendu la découverte de l'avion de Earhart si importante. Cela marque la clôture d'un chapitre resté ouvert pendant des générations. Résoudre le mystère ne diminue en rien l'héritage d'Earhart. Au contraire, cela complète un récit qui a servi de test de Rorschach
pour évaluer les valeurs et les préoccupations de l'Amérique pendant près d'un siècle de changements rapides. Merci d'avoir regardé une autre vidéo sur notre chaîne. À la prochaine.